Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Ce journal sera largement consacré aux deux sessions politiques chinoises et nous commençons avec le Premier ministre chinois Li Keqiang qui a présenté le rapport de travail annuel de son gouvernement lors de l'ouverture de la session législative chinoise 2016. Ce document évoque le travail réalisé l'an dernier et les stratégies de l'année prochaine. Dans ce rapport, le chef du gouvernement chinois détermine les objectifs économiques de l'année 2016. La croissance du PIB a d'ailleurs été évaluée entre 6,5% et 7%. Les objectifs principaux de développement pour 2016 sont les suivants. Une croissance du PIB située entre 6,5 et 7%. Nous avons tenu compte de la nécessité de parvenir à la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards, mais aussi du besoin de faire progresser les réformes structurelles. Cela aidera également à guider les attentes du marché et à les stabiliser. Le but du maintien de la stabilité de la croissance est tout d'abord d'assurer l'emploi et de favoriser le bien-être de la population. Un taux de croissance compris entre 6,5 et 7% permettra un plein emploi relatif. L'an passé, l'objectif de croissance du PIB se situait autour de 7%. La croissance réalisée par la Chine est de 6,9%, la progression la plus basse en 25 ans. Le pays, sous le coup d'un ralentissement économique, cherche à développer un modèle de croissance durable. Dans son rapport de travail, Li Keqiang reconnaît les défis auxquels son pays est confronté, parmi lesquels les bulles inflationnistes immobilières, la pollution de l'environnement et un excès de la capacité des industries lourdes. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal chinois. Dans ce plan qui prendra fin en 2020, les réformes structurelles sont prioritaires. Ce samedi, le Premier ministre chinois a affiché sa confiance dans la capacité de la Chine à atteindre ses objectifs. Il a déclaré que les objectifs économiques sont en accord avec le but ultime chinois, qui est de terminer la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards. Parmi les autres objectifs présentés par le gouvernement, on peut citer le maintien autour de 3% de la croissance de l'indice des prix à la consommation, la création d'au moins 10 millions de nouveaux emplois en milieu urbain ou encore un taux de chômage limité à 4,5% dans les villes du pays. Le président chinois Xi Jinping a participé à la 4e session plénière de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois à Beijing. Cette réunion était une discussion conjointe avec l'Association pour la construction démocratique et la Fédération nationale d'industrie et de commerce. Le président a insisté sur le fait que la mise en place actuelle du système économique de base est une politique importante établie par le parti. Ce système permet différentes formes de propriété tout en conservant des pans de l'économie dans le secteur public. Le dirigeant chinois a déclaré que le secteur public de l'économie doit être consolidé et développé de façon absolue. Par ailleurs, les secteurs non publics de l'économie doivent être encouragés, soutenus et guidés. Xi Jinping a enfin précisé que la politique gouvernementale qui tente d'apporter de nouvelles opportunités destinées au secteur non public de l'économie reste inchangée. Le discours du président Xi Jinping lors de la session de l'ACCPPC a été accueilli par des membres enthousiastes. Nombre d'entre eux estiment que cela devrait insuffler davantage de confiance au secteur privé. Le président Xi a parlé d'alléger le fardeau pesant sur les petites, moyennes et micro-entreprises. Il a expliqué que des mesures seraient adoptées pour soulager leur fardeau. Cela m'inspire beaucoup. Le président Xi a délivré un message important qui est que le gouvernement central soutiendra fermement le développement de l'économie privée. Le secteur privé devrait davantage participer et s'engager davantage pour réduire la pauvreté d'une manière ciblée. Je suis très intéressé par les conseils du président Xi portant sur l'économie privée. Je pense que cela insufflera de la confiance et apportera davantage d'investissements dans le secteur privé sur fond de récession économique. L'un des points focaux des deux sessions de l'APN et de la CCPPC concerne la politique de l'offre. Nos équipes ont interviewé des députés pour leur demander ce qu'ils pensent de cette réforme. L'économie chinoise croît de façon modérée actuellement et en même temps intensifie sa réforme vers une économie de l'offre.
Le pays avait jusque-là adopté une stratégie de développement pour stimuler son économie grâce à des investissements, de la consommation et des exportations. Mais avec la hausse de la productivité, les choses changent. La surcapacité, la hausse des prix du logement, la montée des dettes des gouvernements locaux, le manque de produits haut de gamme sont des problèmes auxquels la Chine doit faire face. Pour s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement doit améliorer l'offre de produits pour stimuler la croissance. 2016 marque le commencement du 13e plan quinquennal. La politique du gouvernement concernant la réforme de l'offre arrive à point nommé. Les entreprises industrielles, spécialement dans le secteur de l'acier, ont un besoin urgent de déstocker et de se réorganiser. L'objectif de cette réforme est d'optimiser l'allocation de composants de production pour faire naître une croissance de qualité. Mais ce n'est pas une tâche facile. La guidance du gouvernement sur la réforme de l'offre encourage effectivement les entreprises à innover. Le gouvernement doit faire plus pour soutenir les entreprises engagées dans l'innovation technologique. Par exemple, en baissant les impôts ou en simplifiant les procédures administratives. Cela fera en sorte que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources propres à bénéficier aux entreprises et à les rendre plus compétitives. La Chine va adopter une série de mesures pour améliorer la qualité des produits afin de suivre la demande. Et le but ultime est d'optimiser la structure économique pour un développement durable. Dongguan est une ville industrielle située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et connue sous le nom d'usine du monde. Ces dernières années, la ville a vu de grands changements en ce qui concerne la transformation et la modernisation des entreprises. C'est un atelier présentant un modèle de fabrication intelligente. Ici, plus de 180 manipulateurs travaillent dans la chaîne de production. Mais maintenant, on peut seulement apercevoir quelques travailleurs. Dans le passé, nos employés devaient travailler 12 heures d'affilée, mais plus maintenant. Nous avons seulement besoin d'une personne pour acheminer le matériel à une zone spécifique en 1 heure, et cette même personne se rend ensuite au centre de contrôle. Janus est un fournisseur de solutions qui offre un système de fabrication intelligente. Le volume de vente des machines-outils à commande numérique se hisse au premier rang en Chine et figure parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Le propriétaire de la société a indiqué que la formation des employés est un élément essentiel à la modernisation de l'entreprise. Dans le passé, ceux qui utilisaient leurs mains dans la production seront affectés à d'autres postes, comme planificateurs ou contrôleurs. Grâce aux subventions des administrations centrales et locales, la société a pu se développer sans accumuler de dettes. Le gouvernement nous fournit une aide précieuse car la subvention gouvernementale s'élève à près de 90 millions de yuans. Et la ville nous offre aussi une subvention de 90 millions de yuans. En fait, pour des sociétés comme Janus, le gouvernement municipal a lancé une série de mesures pour encourager les entreprises à se moderniser. L'innovation a aidé la ville à attirer plus de 171 projets depuis 2012. Avec des investissements s'élevant à plus de 100 millions de dollars, les usines de fabrication intelligente dans la ville ont dépassé la barre des 400, faisant de Dongguan la nouvelle usine du monde pour une nouvelle ère. Le ralentissement de la croissance économique a entraîné une surproduction dans l'industrie de l'acier en Chine, devenue par conséquent un fardeau de plus en plus pesant. Le Premier ministre Li Keqiang a appelé à accomplir d'importants efforts pour remédier à cette situation. Wuhan Iron and Steel est l'un des premiers producteurs d'acier du pays et l'une des 500 premières entreprises au monde. Voyons comment elle tente de réduire ses niveaux de production. Ma Chuang, âgé de 48 ans, a été opérateur de grue pendant 31 ans chez Wuhan Iron and Steel Corporation, appelé aussi Wugang, l'un des plus gros producteurs d'acier de Chine. En octobre, il lui a été annoncé qu'il devrait chercher du travail ailleurs. Désormais, il est auxiliaire de police. J'ai consacré quasiment toute ma vie à cette entreprise. Mais vous connaissez la situation aujourd'hui, je ne suis pas le seul à avoir dû changer de profession. En décembre, une rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux indiquant que Wugang pourrait supprimer environ 11 000 emplois. Le groupe a réfuté la rumeur. Il n'y a pas eu de licenciement ni de baisse salariale. Le groupe souhaite simplement optimiser ses ressources, réduire les coûts de la main-d'œuvre et améliorer la productivité.
Nous donnons toujours aux employés tels que Ma Chuang un salaire de base et la sécurité sociale. Ils doivent juste chercher du travail ailleurs. Il s'agit d'un passage hivernal très froid pour la plus grande industrie de l'acier au monde. Trop d'acier a été produit. Et comme la demande baisse, les prix ont également chuté. Les 380 km de chemin de fer dans l'usine de Wugang, de 21 km², ne sont plus occupés par le transport de piles d'acier. De nombreuses lignes de production ont fermé. Le temps est désormais au changement. Le mois dernier, le Conseil d'État a annoncé des plans de réduire de 100 millions de tonnes la capacité de production d'acier au cours des 5 prochaines années. Il restera 150 millions de tonnes. Aucun nouveau projet lié à l'acier ne sera autorisé. Des usines dépassées seront fermées et des entreprises zombies qui ont cessé de produire mais n'ont pas officiellement fermé seront éradiquées. Les producteurs d'acier ont un besoin urgent de réduire la surcapacité, comme le premier ministre Lee s'y est engagé, et avec la détermination de braves combattants. Il faut pour cela des efforts de renforcer la production d'acier en vue d'adopter des technologies avancées et de fabriquer de l'acier de meilleure qualité. Mais il est difficile de débuter. Les problèmes visant à définir quels sont les fabricants zombies et pour introduire un mécanisme de sortie du marché restent non résolus. Et la plus grande difficulté demeure le replacement des employés non utilisés. Le gouvernement déclare qu'un demi-million de travailleurs du secteur de l'acier devraient perdre leurs emplois dans le cadre des efforts visant à réduire la surcapacité. Le gouvernement central fournira une aide de 100 milliards de yuan pour la formation et ainsi aider les employés à trouver un emploi. Le responsable de la Banque centrale de Chine a déclaré lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20 que la politique monétaire chinoise actuelle était prudente et relativement souple. Cette déclaration a attiré l'attention et certains ont même déclaré que la Banque populaire de Chine avait changé l'orientation de sa politique. Yi Gang, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et membre de la CCPPC, a toutefois nié que la politique monétaire s'assouplissait. Je pense que la politique monétaire reste prudente, mais dans le processus d'exécution, il pourrait y avoir quelques flexibilités et changements. Le thème principal est la prudence. Un autre membre de la CCPPC, Li Daokui, directeur du Centre de la Chine dans l'économie mondiale de l'Université de Tsinghua, a indiqué que la politique monétaire existante de la Chine est plus diversifiée. La politique monétaire est aussi compliquée que la composition d'un médicament. Et je pense que beaucoup d'investisseurs et analystes ne comprennent pas la dite politique. Ils se concentrent seulement sur le plus de liquidités. Cependant, d'un côté, la politique permet d'injecter des liquidités. De l'autre, elle pousse les banques à assainir leurs mauvaises créances. Les entrepreneurs chinois font part de leurs propositions lors de l'Assemblée populaire nationale. Examinons les détails de ce qu'ils espèrent voir en termes de développement économique pour la Chine. Li Yanhong, le président directeur général de Baidu, propose que le gouvernement accélère l'adoption de lois sur les voitures autopropulsées. Le gourou de la technologie a invité le gouvernement à augmenter le soutien financier à cette industrie émergente et à encourager les constructeurs automobiles à marcher main dans la main avec les entreprises Internet pour innover de façon coordonnée. Ma Huateng, le PDG et fondateur de Tencent, a fait des propositions pour favoriser l'économie de partage. Il croit que cela deviendra un nouveau moteur pour le développement de la Chine et aidera le pays à passer à un modèle de croissance mené par le secteur des services. Li Xiaolin, le président du groupe immobilier Linda, pense que le marché du logement dans les villes de 3e et 4e niveau sont dans un état d'offre excédentaire. Régler la situation dans ces villes devrait être une priorité. Il a invité le gouvernement à augmenter l'aide au niveau politique pour ces villes. Wang Qinghai, président du producteur laitier Wonderson, a expliqué que son secteur fait face à de plus en plus de compétition de la part de joueurs internationaux dans le marché chinois. Je me préoccupe de la revitalisation du secteur industriel en Chine, mais aussi du développement des entreprises laitières dans le futur. Les entreprises, particulièrement dans le secteur laitier, subissent d'énormes pressions de la part de concurrents internationaux. Le coût pour produire le lait en poudre en Chine est 2 fois plus élevé qu'à l'étranger. Avec cela comme prémisse, nous n'avons pratiquement aucun moyen de leur faire concurrence. Lei Jun, le PDG et fondateur de Xiaomi, a apporté 2 propositions lors de l'Assemblée populaire nationale.
une au sujet de l'Internet dans les zones rurales, l'autre sur la modification du droit des sociétés. He Yu, le président de la Société générale de l'énergie nucléaire de Chine, pense pour sa part que le pays aura besoin de plus de centrales nucléaires pour remplacer les centrales électriques alimentées au charbon qui sont très polluantes. Il estime que l'énergie nucléaire représente une relativement petite partie de l'approvisionnement en énergie du pays. Les 2 semaines de rencontres politiques à Beijing attirent l'attention d'universitaires de partout dans le monde. Certains d'entre eux ont développé un intérêt pour la Chine et son évolution au cours des dernières années. Yuri Tavrovsky est un universitaire russe qui se spécialise dans les questions chinoises. Ses connaissances viennent non seulement des livres, mais aussi de ses expériences de voyage. Il se dit très impressionné par l'idée de la mise en place de l'initiative Une ceinture et une route. J'ai visité un grand port dans l'est de la Chine. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il sert de plaque tournante pour le commerce avec le Kazakhstan. Ce port, grâce à la route de la soie, relie la ville de Liangyungang en Asie centrale. Monsieur Tavrovsky a publié plusieurs ouvrages sur la croissance de la Chine, dont un portant sur le rêve chinois, comme il est présenté par le président Xi Jinping. Il espère que ces livres vont permettre aux Russes de mieux comprendre la Chine. La Chine se trouve actuellement dans sa nouvelle norme de développement. Il ne fait aucun doute que l'avenir de la Chine est brillant. Je pense que nous avons de la chance d'être voisins de la Chine et nous sommes encore plus chanceux d'avoir une bonne relation. David Dollar est une sommité en ce qui concerne l'économie chinoise et les relations économiques entre la Chine et les États-Unis. Entre 2009 et 2013, M. Dollar a été l'émissaire pour les questions économiques et financières du département américain du Trésor. Il a salué la décision de la Chine d'amorcer une réforme de la gestion de l'offre. Depuis longtemps, la croissance de la Chine a été alimentée par les investissements et tout cela était nécessaire, le besoin de logement et d'infrastructures, mais ces besoins ont été comblés. Les gens consomment de plus en plus de services, alors c'est naturel qu'il y ait une période de transition entre les investissements et une économie basée sur la consommation. M. Dollar estime que la Chine a fait d'énormes progrès économiques au cours des dernières années. Le pays a maintenu une croissance rapide et a aussi réussi à contribuer de façon positive à l'économie mondiale. L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple ce matin. Et après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Plus de détails tout de suite avec Xie Changchang, notre envoyé spécial à l'APN. Par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants, surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient.
Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des 2 dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. China is at a very important period in their development because La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9%, alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine, car tout a été prévu et le pays est préparé. Certains ambassadeurs ont partagé leurs observations et leurs impressions de la première réunion de la conférence consultative politique du peuple chinois. Écoutons-les. Le rapport de travail est très important parce que c'est le bilan de l'année qui vient de s'écouler. La Chine est dans ses réformes, la Chine rassemble ses forces et il faut progresser. Et je trouve que c'est positif. Les voix qui sont données sont importantes et pour nous, qui sommes les partenaires étrangers de la Chine, pour un pays comme la France, qui a un dialogue stratégique avec la Chine, c'est une manière pour nous d'éclairer la voie, de comprendre comment fonctionne ce grand pays, comment fonctionnent ses décisions, et ça nous aide, je dirais, à aller de l'avant, à travailler mieux avec la Chine. Donc nous attendons maintenant le discours du Premier ministre Li Keqiang samedi, pour compléter notre compréhension des choses, mais c'est très intéressant pour nous d'entendre M. Yu Zhenzhong expliquer pour la conférence consultative nationale du peuple chinois comment on tire un bilan de l'année passée, qui est un bilan de succès, comment on essaye de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour continuer à aller de l'avant dans les réformes, dans les progrès, et tout cela contribue à la paix du monde, à la stabilité du monde, à sa prospérité. C'est très important pour nous. C'est un discours très bien présenté et surtout avec des résultats qui sont très positifs dans le sens que 2015, qui était une année des réformes profondes, ont donné des résultats très très clairs dans tous les aspects et il s'attend énormément pour le 2016. Pour moi, le processus consultatif est instructif. De plus, il est encourageant de voir qu'il existe un processus aussi bien organisé en ce qui concerne la diffusion du message de la nation au peuple et aux autorités respectives. Nous espérons participer au processus en regroupant nos intérêts bilatéraux, voir comment on parviendra à se développer et comment on va apporter à nos peuples et sociétés des investissements, concrétiser nos relations et partager nos cultures. À l'issue de la première réunion de la CCPPC, nous avons également recueilli les réactions de diplomates africains. Nous avons suivi de très près ce que le président Xi Jinping a dit concernant l'initiative chinoise Une ceinture, une route, qui est le facteur le plus important à nos yeux. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec le gouvernement chinois. Nous suivons aussi les décisions prises lors du sommet de Johannesburg l'année dernière. Ce sont des décisions prises par la Chine pour aider l'Afrique à réaliser plusieurs projets. Bon, je crois que le renforcement de la Chine, le renforcement de la population chinoise, ça va profiter à tout le monde, surtout en ce moment où l'économie globale ne marche pas bien, alors que la Chine occupe la deuxième place au niveau mondial. Je crois que nous allons tous en profiter. Cette année sera une année de consécration, de réalisation, aussi bien pour le peuple chinois que également pour les amis et les pays qui sont partenaires de la Chine. Une Chine prospère, une Chine qui avance, qui se développe, et une bonne chose pour le monde et une bonne chose pour mon pays et pour tous les pays du monde. On attend beaucoup de la Chine.
Et je suis certain que cette attente elle est tout d'abord partagée et sera également satisfaite grâce à cette politique de la Chine. La persistance du Parti communiste dans le cadre de la lutte contre la corruption est impressionnante. Le plus important est de combattre la corruption sur tous les échelons de la société. Et je pense que c'est la meilleure approche pour se rapprocher du peuple. Je crois que l'essentiel du 13e plan quinquennal est d'atteindre tous les objectifs stipulés ce plan. Je pense aussi qu'il est important de ne pas faire de compromis concernant ce grave problème. Pendant que les plus importants comités consultatifs et législatifs chinois organisent leurs réunions annuelles, des propositions touchant le monde de la culture sont à l'ordre du jour. Il a notamment été question d'initiatives conçues pour élargir la portée du théâtre et du cinéma, mais aussi pour protéger le patrimoine immatériel de la Chine. Les membres des cercles littéraires et des arts de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le CCPPC, ont fait part de leurs suggestions pour le développement de la culture nationale. Le comédien Gong Anlin, qui est bien connu pour ses sketchs humoristiques, a participé aux 2 sessions lors des 9 dernières années. Cette année, il a fait 2 propositions, une qui vise à prévenir la violence dans les écoles et une autre portant sur les façons qui permettraient d'élargir la portée du théâtre et du cinéma. Nous avons vu beaucoup de comédies dans les théâtres. Le public aime bien les comédies parce qu'ils veulent rire, mais d'une perspective artistique, nous avons besoin d'autre chose. Il devrait aussi y avoir des films sérieux et des films d'auteur qui se concentrent sur les gens et sur la société. Des films diversifiés nous aideront à améliorer le niveau d'appréciation artistique. La protection de la culture traditionnelle est aussi un sujet qui fait l'objet de chaudes discussions au sein des cercles de la littérature et des arts. Le patrimoine immatériel fait face à de grands défis dans le monde moderne. C'est très difficile de le transmettre sans modification d'une génération à l'autre. J'espère que le gouvernement pourra offrir une aide pour que les héritiers de ce patrimoine puissent s'assurer de la survie de ces formes d'expression artistiques. La culture traditionnelle chinoise est en quelque sorte marginalisée à l'extérieur de la Chine. Nous devrions continuer à faire la promotion de la culture chinoise et à faire voir au monde l'essence même de la Chine. Les 2 sessions font référence aux rencontres annuelles de l'Assemblée populaire nationale, le principal organe législatif du pays, et le CCPPC, l'organe consultatif politique suprême du pays. En tout, plus de 1600 propositions ont été déposées cette année. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur notre chaîne.